il est bon dans le sens où il propose la paix. Et il reconnaît des éléments importants sur des questions de souveraineté, de garantie de sécurité et autres. Mais c'est une base d'un travail qui doit se reprendre, comme on l'avait d'ailleurs fait l'été dernier. Parce que ce plan aujourd'hui, d'abord, n'a pas été négocié avec les Européens. Or, il stipule pour les Européens beaucoup de choses. Les actifs gelés sont détenus par les Européens. L'intégration européenne de l'Ukraine, c'est dans la main des Européens. Savoir ce que fait l'OTAN, c'est dans la main des membres de l'OTAN. Donc il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas simplement être une proposition américaine, qui suppose une concertation plus large. Donc je pense qu'il faut d'abord dire, nous voulons tous la paix, et on est cohérent. On veut que cette paix soit robuste et durable. Donc pour ça, il faut des éléments qu'on a déjà posés à plusieurs reprises. Et donc c'est pourquoi, dès demain matin, les négociateurs américains arriveront à Genève, l'équipe de négociation ukrainienne s'y rendra, et l'équipe de négociation de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France s'y rendront pour pouvoir remettre autour de la table de la substance et réconcilier toutes ces vues. Mais je pense que toute initiative qui va vers la paix est bonne. Maintenant, nous savons à quelles conditions cette paix est acceptable. Il faut qu'elle prenne en compte les éléments qui permettent une paix juste et durable pour les Ukrainiens et qui prennent en compte les éléments de sécurité pour tous les Européens. Pourquoi ce plan serait inacceptable? Je ne vais pas pré-négocier pour ce que font nos Sherpas, mais on voit bien qu'il y a des éléments sur la limitation du format de l'armée ukrainienne, donc de sa propre souveraineté. On sait que s'il n'y a pas les éléments de la dissuasion, les Russes reviendront et trahiront leurs promesses. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, et en particulier en ce qui concerne l'Ukraine en février 2022. Donc nous voulons la paix. Je pense qu'elle doit commencer par un cessez-le-feu. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut essayer d'avoir à court terme. Je constate que depuis mars, où le président Zelensky a donné son accord sur le cessez-le-feu, c'est la Russie qui a toujours dit non. Mais on a des éléments qu'on avait déjà retravaillés d'ailleurs, et au printemps-été, et après la rencontre qui s'est tenue à Anchorage. Donc voilà, on va recréer un moment de reconvergence pour essayer d'avoir un texte commun. Monsieur le Président de l'Afrique, de l'Europe en Afrique, vous avez organisé la conférence pour la paix humanitaire en République démocratique du Congo, mais depuis même dans ce sommet, vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes à quel niveau? Combien collecté? Ou bien qu'est-ce que les acteurs doivent faire? Alors, je me permets de juste corriger votre propos. J'ai parlé, en parlant des crises, des Grands Lacs et du Soudan. Donc je veux rassurer le continent africain qu'on ne doit pas oublier les guerres qui s'y jouent, et donc j'ai bien parlé de ce qui se passe, de manière aussi rapide que pour l'Ukraine et le Proche-Orient, parce que ça n'était pas l'objet premier de la discussion de ce matin, mais j'ai pu l'évoquer. À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1,5 milliard, merci Monsieur le Ministre, précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans les Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes, sur le sujet humanitaire, de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer, et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé, qui a été mandaté par le président Lourenço, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar, et la médiation qui vient de marquer un pas important, et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. Sur l'Ukraine, Monsieur le Président, pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas été conviée aux discussions sur l'Ukraine aujourd'hui? On est en Afrique du Sud, c'est un pays médiateur dans la crise, et ils n'étaient pas là, ils n'ont pas été conviés. Alors c'est une manière très simple, parce qu'on parle de la sécurité de l'Europe, et donc ça a été une coordination entre Européens pour préparer les réunions de demain de nos Sherpas. Et donc, pour être très clair, comme il y a quelques pays européens qui sont actifs dans la discussion par souci d'efficacité, c'est tout à fait normal qu'on se coordonne. Et d'ailleurs, on a coordonné les Européens et aussi les partenaires de la coalition
qui étaient présents et qui sont non européens. Marc Carney était là, la première ministre du Japon, pour ne citer que quelques exemples. Nous avons aussi acté, au-delà du processus, une décision et nous allons organiser, en lien avec Keir Starmer, une réunion par vidéoconférence de la coalition des volontaires, que vous le savez, nous avons bâti depuis février dernier à la réunion de Paris qui s'était tenue. Cette coalition des volontaires qui a plus d'une trentaine de pays, européens mais aussi alliés. Donc nous tiendrons une réunion mardi après-midi pour nous coordonner sur ce point et voir les avancées qui se seront faites pendant les négociations des prochains jours à Genève et pouvoir prendre de nouvelles initiatives. I will perhaps finish in French and I will switch in English, don't worry. Vous avez dit qu'effectivement, il y a des points qui paraissent à ce stade inacceptables. Les négociations démarrent demain, elles vont être compliquées. Est-ce qu'on est devant un risque majeur de rupture avec les États-Unis? Non, je ne ferai pas ici de politique fiction et je pense qu'à chaque fois, on a su reconverger. Les États-Unis d'Amérique jouent un rôle important dans le soutien à l'Ukraine. Et nous avons besoin de leur soutien pour cette guerre de résistance. Ils ont fait des propositions et je pense que tous ceux qui sont trop critiques ont tort de négliger le rôle que jouent aujourd'hui les États-Unis. Mais on doit ensuite reconverger parce que les États-Unis ont aussi besoin des Européens pour régler ce conflit. Et c'est très clair d'ailleurs dans les 28 points qui sont mis sur la table. Donc c'est cette négociation qui va se tenir. Et en vrai, les gens qui vont se réunir demain à Genève, ce ne sont que des gens qui veulent la paix, il ne faut pas se tromper. La tension, elle est avec la Russie. C'est la Russie qui a déclenché une guerre d'agression. C'est la Russie qui, depuis mars, ne veut pas le cessez-le-feu. Donc je pense qu'il faut tous qu'on ait beaucoup de calme et de sang-froid. On va faire reconverger ces positions avec tous le même but, obtenir la paix, mais pas une paix qui serait précaire, une paix vraiment durable pour l'Ukraine et pour les Européens. Monsieur le Président, dans ce G20, le président Tebboune était invité, finalement, il n'est pas venu. Vous étiez disponible pour une rencontre. Est-ce que finalement un entretien aura lieu et quand? Et puis, par ailleurs, vous avez toujours prôné l'apaisement avec l'Algérie, mais vous avez été confronté à une très grave crise. Alors, est-ce que vous reconnaissez une forme d'échec sur la question algérienne? Je pense que sur l'Algérie, il y a beaucoup de monde qui veut en faire une question politique. Je vais vous dire comment je vois les choses. Beaucoup de gens veulent faire de l'Algérie une question de politique domestique française. Et en Algérie, beaucoup de gens veulent faire de la relation à la France une question de politique domestique algérienne. Si on laisse ces gens-là de chaque côté faire l'agenda, il n'y a aucune chance qu'on avance. Moi, je note que ces dernières années, on a su faire des avancées très concrètes. Et moi, j'ai toujours eu la même méthode, le respect et l'exigence. Le respect, parce que quand on veut avancer avec quelqu'un, on a rarement des résultats en l'insultant. En tout cas, c'est plutôt mon expérience. Et l'exigence, c'est que la situation n'est pas satisfaisante, donc on veut des résultats. Il faut le faire en comprenant aussi ce que veulent les autres. Moi, je veux bâtir une relation d'avenir qui soit apaisée, mais on doit corriger beaucoup de choses. Et on sait que sur beaucoup de sujets, sécuritaires, migratoires, économiques, on n'est pas dans une situation satisfaisante, de part et d'autre. Et on a beaucoup de défis communs. Donc, il y a un processus que j'ai décidé en réunissant les ministres et les services concernés il y a plusieurs semaines. C'est celui qu'on applique. Il a conduit à des réengagements de discussion au niveau technique de nos directeurs de services, au niveau de nos secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, puis il y aura des réunions entre ministres qui vont se tenir. Et c'est comme ça qu'on reprépare, qu'on redéclenche les choses. Je constate qu'on a déjà eu des premiers résultats. Et la libération de Boualem Sansal est un premier résultat dont il faut se féliciter. Maintenant, il faut avoir beaucoup de constance, et je le dis, d'humilité et de respect. Et pour moi, c'est un sujet qu'on doit régler. Monsieur le Président, toujours en parlant. Pardon? Elle se fera au moment où on aura préparé pour avoir des résultats. Monsieur le Président, toujours en parlant de diplomatie, on ne vous a pas encore entendu sur ces propos de notre chef d'état-major des armées il y a quelques jours au congrès des maires. Beaucoup de réactions en France suite à notamment ces quelques mots, il faut accepter de perdre nos enfants. Est-ce que vous reprendriez vous aussi ces mêmes termes et que vous pensez des réactions en France? Je ne ferai pas de commentaire. Il n'y a qu'un chef des armées en France, c'est le président de la République. Il y a ensuite un lien et un commandement qui se fait avec le chef d'état-major des armées, qui a toute ma confiance et qui a tenu un discours qui était beaucoup plus élaboré que la phrase qu'on en a sortie. Je vois assez bien de quoi il peut s'agir, sortir une phrase et la sortir de son contexte pour faire peur. Je vois aussi les surréactions qu'il y a pu avoir. La ministre des Armées, comme le chef d'état-major des armées lui-même, ont pu, je crois, ces derniers jours donner toute clarté. Et pour tous les gens qui veulent sincèrement écouter ce qu'ils ont dit, remettre les choses dans leur contexte et dans le calme. Voilà. Nous avons une armée qui est forte, dont on doit être fier, qui s'est engagée sur des théâtres d'opération dangereux ces dernières années,
qui n'a jamais manqué à sa mission et ses devoirs, et que nous avons consolidé par les décisions que nous avons prises, et les 2 lois de programmation militaire. Et c'est même véritablement l'armée la plus efficace du continent européen aujourd'hui. Et donc nous sommes fiers de cette armée. J'aurai d'ailleurs des annonces complémentaires à faire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et parce que c'est ce qui nous permet, je le redisais le 13 juillet dernier, dans le monde où nous vivons fait d'incertitudes, d'une montée des tensions, si nous voulons véritablement être en sécurité, il faut dissuader l'autre de venir. Et donc, pour faire... Mais je comprends... Les Français qui écoutaient... S'ils n'ont écouté qu'un bout, oui. Et je comprends surtout que ça a été détourné par beaucoup de gens qui ont un autre agenda. Mais moi, je ne céderai pas à l'esprit de défaite, au déclinisme ambiant. Je pense que la France doit continuer d'être une nation forte, avec une armée forte, mais avec aussi une capacité de sursaut collective. C'est-à-dire que nous sommes tous, dans le moment que nous vivons, face aux risques contemporains, avec la nécessité d'être conscients sur ces risques géopolitiques et de nous tenir ensemble. Voilà. Mais j'en appelle à l'unité. Mais je le redis, si nous voulons être véritablement protégés dans ce monde-là, on doit pouvoir dissuader les autres, et pour ça, on doit être fort. Mais ils avaient une question en français, monsieur. Allez-y. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt d'organiser un sommet G8 l'année prochaine, si c'est nécessaire? C'est aussi au plan américain, le retour de la... Écoutez, d'abord, aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies. Je ne fais pas de politique fiction, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies pour réintégrer la Russie. Deuxièmement, le format dépend de l'avis unanime de tous les membres du G7 actuel. Donc je ne vais pas commencer, alors que la France prendra la présidence en janvier, à stipuler pour les autres. Il faut des consultations, il faut que tout le monde soit d'accord. Par contre, je souhaite bâtir le G7 français en associant étroitement des pays qui ne sont pas au G7. Parce que je veux porter cet agenda sur les déséquilibres internationaux. Et donc il y aura une concertation étroite avec le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et plusieurs autres. Donc on aura un format original et un peu nouveau parce qu'on a besoin d'unité. Monsieur le Président, y a-t-il le rencontre franco-saoudienne à propos de Palestine et surtout sur le Soudan? Écoutez, d'abord, nous avançons sur notre agenda. La situation sur le terrain reste évidemment extrêmement difficile. Et ce que nous voulons, c'est maintenir la paix et que chacun tienne ses engagements jusqu'au bout. Il y a ensuite l'administration de Gaza, le déploiement de forces de sécurité, puis de la force internationale le jour d'après. Et donc l'Arabie saoudite et la France vraiment sont garantes de cet agenda de la déclaration de New York qui prend chacune de ces étapes jusqu'à la perspective politique. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est ce qui d'ailleurs fait le consensus, pour ne pas dire l'unanimité dans toute la région. Et donc on va continuer de tirer ce fil avec beaucoup de force. Sur le Soudan, nous sommes attachés aujourd'hui à la paix. Je pense que ce pays a trop souffert de cette guerre civile terrible, avec trop d'aide militaire qui vient de l'étranger. Je pense qu'il faut maintenant que tout le monde se calme et se remette autour d'une table, que des médiations reprennent et que aussi la société civile puisse reprendre sa place. La France, il y a quelques mois, avait organisé une conférence à cet égard. Nous rejouerons en lien avec les négociateurs principaux notre rôle, mais le Soudan a besoin de paix, le Soudan a besoin que les armes s'arrêtent, que ceux qui les fournissent cessent de le faire et que la société civile reprenne sa place. Madame, if we go, yes. Thank you so much, Mr. President. Sophie Bukwena, a correspondent for the South African Broadcasting Corporation. This meeting is happening on the African continent, and I had you touching on Sudan, the DRC in French. The people out there, the Africans in particular, are saying, what will the declaration do in terms of implementation to address this challenge of conflict? I mean, Sudan, the speculation is that the humanitarian crisis in Sudan, it's more intense than what we see in other parts of the world. But the Sudanese are a forgotten nation. Does Africa deserve neglect? So first of all, I want to insist here and to say very clearly to all your people that you should not underestimate the impact and the importance of having the first G20 summit in our history on the African continent.
And by itself, it's a great achievement. And I think South Africa can be proud of this achievement. Second, this is as well a summit where African Union has its seat, which is a very important achievement as well, in the recognition of Africa as a whole and Africa as being part of these nations to decide for themselves and for the future. Second, the main topic of the G20 is much more about climate, economy, and trying to regulate and find common tools for our economies, and not the vivid and geopolitical crisis. It's never been the core of our agenda, even if in side events we can meet on that. This G20 consolidated some of very important points decided during the past few years, especially on debt restructuring, which was an important part of the discussion this morning. And this is very important in real terms for the African countries, because a lot of them, too many of them, are overwhelmed by the debt service and have to sacrifice health, education because of that. So delivering a common restructuring is critical, and G20 is the right framework. Why? Because you have China, Europeans, all the key creditors around the table. Now, as for the crisis, let me tell you that Sudan is not forgotten by France. We organized several conferences in support of Sudan and trying to find a way to give to the civil society its fair place and to push and re-engage with the different parties to cease fire. Now, the main objective in Sudan, and I think all those involved in this conflict have to follow the same line, is clearly ceasefire, resuming the humanitarian help, and setting, as we did in 2019, a peace where civil society could take its place and its role. And I do remember the civil society being in Paris in 2019, right after the Sudanese revolution. And these young women were so impressive, so powerful, and we owe them so much. So by respect for what they dedicated and what they did, now, for me, the objective is to deliver this agenda. Thank you very much. Last question. For the Middle East, how do you evaluate the situation now, the geopolitical situation? Look, the situation Especially in Lebanon. As I was mentioning. So in Lebanon, the situation remains extremely fragile. I think President Aoun made a very important speech today, and I want to say that he reflected what we have in mind, meaning being very firm and efficient vis-à-vis Hezbollah, and delivering our plan, which is clearly to restore Lebanese sovereignty in the south and fighting actively against the terrorist groups. Now, what we want to do in close coordination with the US, because as we know, we are together in the coordination mechanism, in direct discussion with Israel, whose security is clearly impacted, we want to deliver this mechanism step by step to restore sovereignty of Lebanon and Lebanese forces in the south, withdraw progressively the presence of the Israeli forces, and be efficient against Hezbollah. So the weeks and months to come will be absolutely critical in this achievement, but I think that the commitments taken today by President Aoun were very important, and we will follow up. And in the meanwhile, we will organize as well our conference to support the recovery of Lebanon in France, and our Saudi friends will organize a conference for the financing of the Lebanese armed forces in close link with us. And these two pillars are very important to deliver this concrete results. Thank you very much. Thank you. I have to rush. Ukraine. I have to rush. Last question. Just regarding Ukraine, I mean, what do you all, as European leaders, plan to do in order to convince President Trump of some of the issues you all have? And is Europe in a position to support Ukraine should the U.S. withdraw its support? I will not try to figure out some scenario. Where we are is clear. Ukraine, the US, and the Europeans want peace, but we want a robust and long-standing peace. I think it's very good that the US proposed something to go to a ceasefire and peace, and we have to commend these efforts. But at the same time, as what is at stake is obviously Ukrainian sovereignty and European security. It's normal to have both the Ukrainians and the Europeans on the table to finalize this plan. So this is exactly what we will do tomorrow and the days after in order to make a common plan. Now, we just have one problem, and our problem is not the US on this negotiation at this point.
Our unique problem, all of us, is Russia, which started this war. We refused to take the ceasefire proposals in February, March, July, August, etc., and didn't provide any guidance if they are okay just to have a ceasefire now. And look at the humanitarian situation in Ukraine, not just in the east, but everywhere. Look at the situation of the infrastructure of energy and so on. Look at the civilian casualties. I mean, this is a necessity to stop the Russians. There is one aggressor and one victim. Full stop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, Monsieur le Président, juste sur la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi à Marseille.